C'est parce que les acteurs sont nombreux. Regardez schématiquement comment s'organisent les clans. Les pro-Assad, la Russie, l'Iran, l'Irak et le puissant Hezbollah libanais. Les anti-Assad, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et bien sûr les États-Unis et la France. Pas moins de 70 pays sont impliqués de près ou de loin dans cette guerre. Alors pourquoi ? Il y a bien sûr la lutte contre Daesh qui mobilise une large coalition. Mais il y a aussi peut-être des raisons cachées, moins avouables. On l'évoque rarement, mais la Syrie occupe une place stratégique sur la route de l'énergie. Et quand il y a du gaz et du pétrole, les enjeux et les appétits sont colossaux. C'est la cible privilégiée des avions russes et de ceux de la coalition, les camions de pétrole de l'État islamique. Une contrebande d'or noir vers la Turquie qui rapporterait à Daesh 1,5 million de dollars par jour. Avec ces images, le monde entier a découvert que la Syrie est un État producteur de pétrole. Ses réserves sont bien moindres que celles de ses puissants voisins, mais sa position géographique en fait un acteur stratégique pour le pétrole, comme pour le gaz. C'est un pays stratégique parce que c'est une porte sur la Turquie, qui est elle-même une porte sur l'Europe. C'est-à-dire que la Syrie est l'étape quasiment indispensable pour les pays du Moyen-Orient qui veulent exporter leur gaz naturel notamment vers la zone européenne, donc le marché européen. La Syrie occupe au Proche-Orient une situation unique au croisement de plusieurs gisements d'hydrocarbures. En 2009, à l'occasion d'un forum en Turquie, le président syrien dévoile la stratégie des 4 mers. La Syrie se rêve incontournable sur le marché de l'énergie. Nous faisons le lien entre la Méditerranée, la mer Caspienne, la mer Noire et le Golfe. Quand nous connectons ces 4 mers, nous ne sommes pas seulement importants au Moyen-Orient, nous devenons le centre du monde. La stratégie syrienne est de devenir un centre de transit pour le gaz et le pétrole de toute la région. Bachar el-Assad multiplie les voyages diplomatiques pour vendre son idée à tous les pays qui pourraient être intéressés. Arabie Saoudite, Turquie, Iran, Irak et bien sûr le Qatar. Dès 2009, le Qatar propose de lancer un gazoduc. Partant de son immense champ gazier de North Dome, il traverserait l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie pour aller en Turquie alimenter le marché européen. Mais à la même période, un autre projet de gazoduc est envisagé avec l'Iran. L'Islamic Gas Pipeline partirait d'Iran pour traverser l'Irak et accéder à la mer en Syrie. À la clé, l'exportation de gaz vers l'Europe à partir du littoral syrien. En juillet 2011, Damas choisit ce projet et signe avec Téhéran. Un choix qui change la donne régionale. L'Islamic Gas Pipeline va permettre d'exporter le gaz iranien sans avoir à passer par la Turquie. Aux grandes dames des autorités turques. En faisant des pipelines qui allaient passer par la Syrie sans passer par la Turquie, il est évident que ça pénalisait la Turquie. Ça change complètement les règles du jeu, ne serait-ce qu'au niveau économique. Quand vous avez par exemple un pipe qui passe chez vous, vous touchez de l'argent. Donc ça rapporte de l'argent. 49 $. Si la Turquie s'estime logiquement lésée, selon Alain Juillet, d'autres pays voient carrément rouge. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar, donc il faut renverser Bachar. Coïncidence ou pas, c'est à partir de l'été 2011, après le choix du pipeline iranien, que la rébellion syrienne voit l'aide étrangère s'accroître.